des scientifiques, des chercheurs qui adhèrent à la théorie de la création et la proportion scientifique qui adhère à la théorie de l'évolution? Quelle est la proportion des scientifiques qui adhèrent à l'une ou à l'autre des théories? Des gens qui parlent pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Pas énormément. Bon, alors, j'ai la prétention d'avoir fait de la science, d'avoir essayé d'être rigoureux. Nous avons fait des travaux les plus rigoureux possibles. Et ma conclusion est maintenant que, effectivement, on ne peut pas admettre qu'il n'y a pas, comme je l'ai expliqué, un constructeur. Attends, quand tu as donné la proportion, on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et par ailleurs, il est de bon ton, quand on appartient à un organisme officiel de recherche, de ne pas afficher des idées comme les miennes. Parce que si vous parlez comme ça, quand vous êtes au CNRS par exemple, vous risquez d'avoir quelques problèmes pour votre carrière, pour votre avancement. Moi j'ai par exemple un ami qui était histologiste, anatomopathologiste, et je lui disais, ce que tu vois dans ton microscope, c'est quoi? Il dit, c'est des cellules. Je dis, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Tu es chrétien? Oui. Tu vas à la messe? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah ben non, c'est deux choses différentes. Il y a la science, et puis il y a la religion. C'est ça le vrai problème, finalement, vous savez, c'est que, c'est ce que vous disiez vous-même à la fin, c'est vrai que la foi doit se raisonner. Je ne crois pas que la foi est un don de Dieu. Il n'y a pas de raison qu'il soit un don de Dieu. Par exemple, j'ai la foi et pas vous. Donc la foi, si elle ne s'appuie pas sur des arguments corrects, n'est pas viable, elle n'est pas acceptable. C'est valable pour les musulmans comme pour les chrétiens. La migration des neurones. Il y avait une autre... Oui, bonjour. Donc oui, Omar, si tu peux juste remettre la photo des migrations des neuroblastes, parce que je vais m'en servir pour essayer de faire comprendre aux gens ce que moi je pense comprendre. Voilà. Non, c'est la troisième, c'est celle-là. Voilà, tu l'as. Donc en réalité, c'est le diagramme cérébral à 6 couches, quoi. Juste la photo de droite. Voilà, donc ça, c'est très bien. Voilà, c'est cette image-là. Donc tout à l'heure, monsieur le professeur, vous avez parlé de construction du système, qu'il n'y avait pas de hasard et de programmisme. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'en réalité, il y a eu des sages qui sont passés dans l'histoire, comme à l'âge où Ibn Arabi étudiait un système. Donc vous avez parlé du système, et ce système, s'il existe réellement, donc ça reste une théorie, donc il y a un système, il y a une structure et une énergie. Donc le système, en réalité, par rapport à ces sages-là qui sont passés dans l'histoire, le système, c'est l'alphabet arabe et hébreu. Ensuite, vous avez la structure, donc la structure, c'est le cerveau, le diagramme cérébral à 6 couches. Et l'énergie, en réalité, c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau, quoi. Et donc en lisant, par exemple, les différents livres saints, le Coran, les évangiles ou la Torah, moi, personnellement, c'est vraiment que moi, moi, je vois des archétypes cérébraux. C'est-à-dire que, par exemple, là, juste derrière nous, il y a la photo du diagramme cérébral à 6 couches. Donc, il y a 6 étages, 6 étapes. En réalité, à l'intérieur de ce diagramme cérébral à 6 couches, chaque étape correspond à un jour. En sachant que chaque couche ont des neurones différents avec des fonctions différentes. Alors vous avez parlé de la couche 1 et la couche 6. C'est vrai que la couche 1 et la couche 6 est reliée par des colonnes corticales qui font qu'il y a un proverbe qui dit souvent les vieillards retournent en enfance. C'est-à-dire qu'il va y avoir des informations qui remontent de la couche quand on arrive à un certain âge, bien sûr. Il y a des neurones qui... la colonne corticale, il y a des souvenirs qui remontent de l'enfance. Et donc, selon l'alphabet équatorial, à l'âge où Ibn Arabi et d'autres spécialistes comme Rabbi Akiba qui sont passés dans l'histoire et qui ont écrit certains livres, après il y a de la documentation. Donc cet alphabet équatorial, en réalité, est
est en réalité le cerveau. Donc le cerveau, c'est la structure, il existe le système, et il existe une énergie. Donc l'alphabet hébreu et l'alphabet arabe, en réalité, ont des concordances. Par exemple, quand vous lisez le Coran, vous avez des lettres comme Alif, Lam, Mim, ou Alif, Laf, Mim, Ra, ou Sad. En réalité, moi, quand j'entends ça, en réalité, je vois des correspondances cérébrales dans le diagramme cérébral à ces couches. Donc, par exemple, dans le diagramme cérébral, là, quand je le regarde, là, rapidement, pour ne pas vous embêter trop longtemps, donc au niveau de la couche numéro 5, ça correspond au 5e jour dans l'islam, le jour saint, et chez les juifs, c'est le Shabbat, le commencement du Shabbat. Donc en réalité, il y a une raison cérébrale aussi pourquoi, justement, ces jours saints sont le 5e et le 6e. En réalité, c'est le 5e, c'est que ça commence au 5e jour. Donc voilà, donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu, bon, rapidement, parce que c'est vrai que je n'ai pas préparé, un peu ce que je pouvais voir, moi, du diagramme cérébral à 6 couches, et surtout que, pour reprendre les paroles du pasteur tout à l'heure qui disait que Dieu cache les choses, et notre ami musulman qui disait que la réflexion est une obligation. Donc voilà, donc je me pose des questions depuis différentes années, j'étudie le diagramme cérébral, mais vraiment superficiellement, parce que bon, je ne suis pas neurologue. Et donc, je vois, moi, dans les livres saints, tous les livres saints, sans aucune exception, même chez les bouddhistes, je vois des archétypes cérébrales, je vois des archétypes cérébrales dans les ablutions, par exemple, en tant que musulman, je vois des archétypes cérébrales aussi dans les prières, dans la construction de la prière. En réalité, j'ai l'impression qu'il y a un cheminement. Et que dès que vous êtes parti, si vous voulez, vous faites une interprétation personnelle de phénomènes biologiques qui existent depuis le début. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire que la couche 5, c'est le 5e jour. Ça, c'est une interprétation. Ça, c'est une interprétation. Je respecte votre point de vue. Vous pouvez très bien... On peut interpréter tout ce qu'on veut. La réalité biologique, elle est celle-là, ce que j'ai montré là. Et ça n'a rien à voir avec les jours de... Oui, ça, je comprends ce que vous dites, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur le côté biologique ou cérébral. Vous n'entendez pas, au sens cérébral du terme, ce que je vous ai dit, et vous avez votre propre conviction, et je la respecte. Oui. En réalité, moi, j'entends... mais je fais coïncider les deux. C'est-à-dire que la science, je la ramène sur la droite à la religion. Vous pouvez toujours la ramener. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, non, mais vous avez raison. On peut faire des interprétations multiples, hein. C'est sans fin. Mais la réalité biologique, c'est la réalité biologique. Indéniable. On ne peut pas discuter. Ouais, je voulais faire ça. Moi j'ai une question sur l'aspect pratique de votre intervention. Quand vous avez parlé des datations douteuses avec les radioisotopes, vous nous avez dit que c'était presque impossible de dater avec... enfin c'est pas tellement précis, hein, mais de dater des choses qui datent des millions, de millions d'années. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez du carbone 14, parce que nous, à la faculté, c'est ce qu'on étudiait, et c'était assez précis, dans le sens où... Le carbone 14, si vous voulez, est très connu. Il y a une échelle de temps très particulière. Voilà, c'est ça. C'est pas une dizaine, 10 000 ans environ, quelque chose comme ça. C'est pour ça que les spécialistes se sont orientés vers d'autres composants que le carbone 14. Il y a potassium-argon, il y a l'uranium maintenant qu'on utilise aussi. Mais la chose importante, c'est que les couches sédimentaires, vous ne pouvez pas les dater. Et les fossiles qu'on essaye de dater par le carbone 14, il y a énormément d'erreurs. Donc est-ce qu'on peut dater alors avec le carbone 14 de manière précise? Oui, non, mais c'est une méthode qui est physiquement très précise, c'est évident. Par exemple, nous avons organisé à Rome un symposium sur l'évolution. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Miller. Il a réussi à cureter des os de dinosaures. Il a trouvé un peu de matière organique et il les a fait dater par 3 laboratoires américains successifs.
Or, la réponse sidérante était 20 000 ans, pas 65 millions d'années. Voilà, ce que j'ai dit, c'est vrai que finalement, la méthode des radioéléments est très très précise, mais elle est quelquefois mal utilisée et mal interprétée. Et c'est pour ça que Poincaré a fait des travaux que vous pourriez lire, où il a démontré que c'est la lave, il y a une espèce d'horloge qui a été faite pour la lave avec le potassium argon, qui ne correspond pas à la réalité de l'âge des fossiles. Alors, il y a aussi en stratigraphie un comportement très curieux. Par exemple, on donne un âge à un fossile par la couche dans laquelle on le trouve. Et on donne un âge à la couche par les fossiles qu'il contient. Alors c'est quand même un paradigme qui est difficilement acceptable. C'est pour ça qu'actuellement, la paléontologie devrait évoluer de façon un peu différente. Vous êtes paléontologue ou pas? Non, pas du tout. Ah bon? Ingénieur en microbiologie, mais oui, j'ai fait beaucoup de biologie, mais pas de paléontologie. Ouais. Non, mais si vous voulez, c'est pour ça que la biologie est passionnante, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à voir. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les biologistes, qui sont beaucoup, sont des athées, j'ai rien contre les athées, c'est pour ça que la vertu majeure qu'on doit ressortir d'un symposium comme celui-là, c'est la tolérance. Il faut être absolument tolérant pour ça. Moi j'accepte un athée, parce qu'il a raison de ne pas croire en quelque chose qu'il ne voit pas. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'en biologie, le malheur, c'est d'obliger les jeunes chercheurs à adopter des comportements qui ne sont pas des comportements acceptables. Par exemple, rechercher des ancêtres. À partir du moment où vous n'avez pas de preuve de la filiation interspéciale, vous êtes absolument sûr que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a jamais été démontré, jamais, jamais. Et ça, on ne le dit pas. Alors les Turcs, je ne sais pas si vous avez connaissance, de l'Atlas de la création qu'a fait ce... Vous l'avez vu? Non? C'est un pavé comme ça. C'est ça. Alors malheureusement, il n'est pas complètement honnête et il a des problèmes dans son pays. Mais c'est vrai que, si vous voulez, la difficulté de relier la recherche scientifique et la science d'une façon générale avec la religion, c'est qu'il ne faut pas mélanger. Le discours n'est pas forcément le même. Et vous ne pouvez pas demander à un scientifique... Alors, moi j'ai des amis scientifiques qui m'ont dit, alors si vous détruisez, par l'ancestromanie, si vous détruisez la recherche paléontologique, qu'est-ce qu'ils vont faire les malheureux? J'ai dit, ils ne sont pas malheureux. Ils écrivent des bouquins sans arrêt, ils sont très contents de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, mais c'est sûr qu'actuellement, on n'a pas l'argumentaire scientifique qui permet de relier, par exemple, les anthropoïdes avec l'homme. On n'a pas. Alors on vous dit, le génome du chimpanzé à 95% identique au génome humain. Et si vous mettez un chimpanzé assis à côté de vous, on va quand même voir la différence. Ça paraît assez évident. Ça veut dire que le génome, ça n'est pas tout. Encore une fois, c'est 7% seulement. C'est pour ça que la rigueur scientifique, c'est quelque chose qui existe et qui doit être. Bon, il y a beaucoup à discuter, si vous voulez, mais bon, on n'a pas le temps. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que vous gardiez de cet échange l'idée que, premièrement, on sait plus de choses qu'on ne croit, ou que vous croyez. Par exemple, dans les discussions sur le cerveau, c'est évident qu'on connaît énormément de choses. La difficulté actuelle, c'est de faire la synthèse. J'ai mis 15 ans pour écrire le bouquin qui est ici. Parce que, pour arriver à regrouper des notions de sciences différentes, c'est extrêmement difficile. On a du mal de faire la synthèse de toutes ces notions particulières. Mais la chose qu'on peut croire absolument, c'est que la biologie est intelligente, qu'elle se défend bien, il n'y a aucun processus stupide. Vous ne verrez jamais un biochimiste, à part quelques-uns, vous dire oh, ça c'est idiot, c'est ridicule, c'est un mauvais processus. Par exemple, le fameux Dawkins,
vous dites, et un autre encore, le scientifique Schuster, le professeur Schuster de Vienne, qui était le support de Benoît XVI, a dit la rétine humaine est montée à l'envers. Et je ne choisirai jamais comme opticien celui qui a construit l'œil. Alors, vous dites, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. La rétine est montée à l'envers dans le sens où les cellules sensorielles sont contre la paroi externe de l'œil et la lumière avec l'information traverse toutes les fibres pour arriver aux cellules. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que finalement les cellules sensorielles rétiniennes qu'on est bâtonnées ont énormément besoin d'oxygène, elles consomment beaucoup d'oxygène. La seule façon de leur en donner suffisamment, c'est de les coller contre une paroi vasculaire, ce qui est la choroïde, qui est effectivement contre la sclérotique, qui est la droite de l'œil. Donc monter les cellules sensorielles comme ça, c'est parfaitement logique et parfaitement utile. Il y a comme ça, ils disent par exemple aussi, l'homme a des varices parce qu'il est mal construit. Oui, il y a des exemples. Si. Merci professeur pour exposer cette conférence. C'est moi qui vous remercie. Comme je vous remercie de poser une question malgré les recherches scientifiques, malgré ce qu'ont fait les biologistes et les gens, les savants comme vous, comment peut-on aujourd'hui imposer, je sais que ça peut être un peu interprété politiquement ma question, comment peut-on aujourd'hui imposer la théorie de l'évolution? La question c'est, malgré aujourd'hui les travaux des personnes comme vous, comment peut-on aujourd'hui continuer à imposer dans le système éducatif la théorie de Darwin? J'ai essayé de vous donner tous les arguments, je les avais tous. Alors je laisse ma conférence à la disposition de qui la veut. En particulier, Brahim, je vous la laisse, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, les images je peux les donner. Hein? Mais il est clair que, si vous voulez, la théorie de Darwin a beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'elle est simpliste, elle est ultra simple. On va de la mime jusqu'à l'homme, comme ça, par mutation, sélection naturelle, etc. Mais ça ne peut pas se passer comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça paraît évident, il n'y a aucune preuve. Et c'est pour ça que, quand vous êtes dans une assemblée, quand vous faites un enseignement à des fidèles à l'autre, il faut essayer de leur expliquer que, effectivement, la théorie de Darwin n'est pas acceptable scientifiquement, parce qu'elle n'a jamais été démontrée scientifiquement. Ça, c'est absolument sûr. Elle n'est pas démontrée. Et ceux qui vous disent qu'elle est démontrée, ben, qu'ils la démontrent. Elle n'est pas démontrée. Quand je dis dans une conférence à des scientifiques, ben, donnez-moi un exemple de filiation interspécielle. Ils disent, mais c'est pas là le problème. C'est pas là le problème, c'est exactement là le problème. C'est là le problème. Il n'y a pas d'exemple de filiation interspécielle. Bonsoir. Ah, super. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas le seul à être sûr que c'est pas possible. Donc pourquoi c'est quoi le lobby qui est plus fort que tout et qui veut nous persuader que ça existe? Pourquoi est-ce que, effectivement, si on descendait tous du singe, pourquoi à ce moment-là il y a toujours des singes? Il devrait plus exister en fait. Pourquoi est-ce qu'on nous force à croire ça, quoi? Pourquoi vous nous persuadez de ça? C'est fou. Vous n'êtes pas le seul en France à croire. C'est pas possible. Non, ce qu'il y a de sûr, si vous voulez, c'est que le darwinisme conduit obligatoirement à l'athéisme. C'est-à-dire que le darwinisme est fait pour démontrer l'enchaînement du vivant sans avoir besoin de Dieu. On ne parle pas de Dieu. Pas besoin de Dieu. Et bonsoir professeur. D'abord, je commence par vous remercier vraiment de la conférence que vous venez de nous donner. Et franchement,
vraiment enrichissant. Donc moi, je voulais vous poser juste une petite question. Quelle est la position du scientifique que vous êtes par rapport à la religion, et en particulier la religion musulmane? Parce que la religion, en fait, le scientifique, normalement, il est au travail pour démontrer que la religion, vous appelez Dieu, vous l'appelez le constructeur. Bon, c'est vrai, vous avez raison, nous on l'appelle Dieu, mais bon, c'est un peu la même chose. Disons que les scientifiques, normalement, ils sont au service de la religion, de ce que Dieu a créé, l'univers, l'homme, la nature en elle-même, quoi, si vous voulez. J'aimerais savoir, quel est vous, en tant que scientifique éminent, la position, je vais aller directement au but, hein, est-ce que vous croyez déjà en Dieu, et est-ce que, comment dirais-je, vous avez, vous espérez un jour rentrer dans une religion quelconque, que ce soit catholique, chrétienne ou musulmane? Voilà, merci. Vous demandez si je suis croyant. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Alors, j'ai reçu une éducation catholique. J'étais dans un lycée catholique. Après le lycée, comme beaucoup, j'ai commencé à douter. Parce qu'il y a une phase de doute qui s'installe, qui est normale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Dieu dont on parle, on ne le voit pas. Vous ne pouvez pas parler avec lui, vous ne pouvez pas le... Alors ça, c'est un argument qui est très fort. Mais vous pouvez tirer de l'examen de la nature, de la biologie, de la complexité de l'univers, des arguments suffisants pour dire ce que je vois ne peut pas s'être fait seul. C'est ça l'argument fondamental. Ça ne peut pas se faire seul. Or, le darwinisme essaye de démontrer que ça peut se faire tout seul, qu'on n'a pas besoin de Dieu, puisqu'il y a des mutations, et puis il y a la sélection naturelle. Dawkins, dans son dernier bouquin, En finir avec Dieu, il